Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette émission, comme tous les mardis, on s'intéresse au placement passion dans Smart Patrimoine. Aujourd'hui, investir dans les terres agricoles. 2021 a d'ailleurs été une année historique pour les céréales, la récolte mondiale la plus importante jamais enregistrée. De leur côté, les prix des céréales, eux, augmentent et continuent d'augmenter en 2022 avec la crise ukrainienne. Alors, est-ce le moment d'un retour à la terre? On fera le point avec notre invité sur l'état du marché et du potentiel de rentabilité d'un tel investissement. Et puis, dans Jeux Patrimoine, on se posera la question de l'efficacité de la notation ESG. L'affaire Orpea, par exemple, a montré que l'entreprise n'arrivait finalement pas à communiquer une information fiable. Le spécialiste des EHPAD se vendait dans son rapport RSE d'une belle progression dans les classements proposés par certaines agences. C'était avant les révélations d'un journaliste sur des problèmes structurels conduisant à des cas de maltraitance, vous le savez. Et ce n'est pas la première fois que les notations ESG se révèlent incapables de détecter des controverses chez les entreprises. On fera le point là aussi tout à l'heure avec nos deux experts. Smart Patrimoine, c'est parti. Dans Patrimoine Passion, ce mardi, on se tourne vers ces investisseurs de plus en plus tentés par un retour à la terre. Je le disais, 2021 a été une année historique pour les céréales. 2287 millions de tonnes produites. Aujourd'hui, le secteur est très clairement sous tension. Je le disais, la guerre en Ukraine qui rend difficile les approvisionnements et les prix qui continuent leur envolée. Mais dans cet environnement incertain et complexe, le foncier rural pourrait justement tirer son épingle du jeu. On en parle avec notre invité. Benoît Leschenault nous accompagne, directeur d'AgriFrance chez BNP Paribas. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Benoît Leschenault, un mot d'abord sur ce contexte très particulier. Comment vous expliquez aujourd'hui cette envolée des prix, mais qui a commencé bien avant la guerre en Ukraine? Oui, tout à fait. En fait, début 2021 et depuis le début de l'année en 2022, on a eu en fait tous les éléments d'un cocktail que l'on peut qualifier d'explosif sur le marché des céréales et notamment du blé. Malgré, comme vous l'avez indiqué, une très très bonne récolte, en fait, on s'aperçoit que les prix ont fortement augmenté. Ils avaient pris pour le blé environ 30% en 2021 et depuis le conflit en Ukraine, ils ont pris 40%. Donc on est passé à peu près de 140 € la tonne à plus de 400 € la tonne. Donc vous voyez que le marché des céréales et le marché notamment du blé n'est pas épargné par toutes ces tendances inflationnistes sur les matières premières. Donc, et là, on continue dans quel sens? On continue dans quel sens? Alors aujourd'hui, ça se stabilise un petit peu. Il y a eu notamment un phénomène de désorganisation des marchés, notamment en matière de logistique. On a beaucoup parlé des ports en Ukraine. Donc on sent que si la situation s'améliore légèrement, le marché pourrait se détendre. Autre phénomène assez important qu'il faut quand même signaler sur ce marché des céréales, c'est que, à la différence des années précédentes, la Chine a stocké à peu près 50% des stocks mondiaux de céréales et de blé. C'était ma question, en effet, pour expliquer à nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent, qui ne savent pas forcément d'où viennent ces céréales. Les principaux pays exportateurs aujourd'hui, la Chine, c'est ce que vous disiez? Alors, importateurs. Importateurs. Oui, importateurs, mais comme des pays traditionnellement importateurs que sont les pays du Maghreb et qui sont aujourd'hui ultra dépendants des importations et on a beaucoup parlé des de matières l'Égypte, premières. Notamment. L'Égypte, qui est dépendante du prix des céréales. Et le marché français, alors on va rentrer dans ce détail-là aussi. Comment a évolué la production de blé, de maïs, de colza, de céréales? Voilà, on en est où en France là-dessus? Alors, je tiens quand même à rassurer vos téléspectateurs, pas de souci, pas d'inquiétude en France. On est un grand pays producteur avec un marché important, on exporte beaucoup. On a beaucoup parlé de souveraineté alimentaire. On pourrait se suffire. Oui. En France, il n'y a pas de souci particulier. Alors, il y a des tensions, notamment sur le marché des céréales, mais il n'y a pas de souci d'approvisionnement en France. Et l'investissement dans les terres agricoles, alors c'est un phénomène plus ou moins nouveau. Expliquez-nous depuis quand les investisseurs s'intéressent à ces terres agricoles? Alors, ce n'est pas un phénomène nouveau. Et en permanence, si vous voulez, sur le marché, environ 2% du foncier agricole français qui change de main chaque année. Ça représente un marché d'environ 6 milliards d'euros. C'est quand même pas rien, pas neutre, avec quand même plus des 2/3 des investisseurs qui sont des agriculteurs. Ça reste un investissement patrimonial, professionnel, agricole. Mais en plus de ces investisseurs traditionnels classiques,
Vous avez aussi des gens qui sont issus du milieu extérieur et qui veulent diversifier leur patrimoine, tout simplement. C'est un investissement qui manque de visibilité encore aujourd'hui, selon vous? On ne pense pas à ça tout de suite, non? Non, c'est bien ancré dans la tête des investisseurs? C'est un investissement qui est peut-être moins connu que l'investissement viticole ou forestier, mais voilà, on est sur des marchés tout à fait sereins, avec une augmentation moyenne de 3 à 4% par an durant les 10 dernières années. Aujourd'hui, on a un prix du foncier qui oscille entre 5 et 8 000 euros par hectare pour des qualités, on va dire, moyennes de foncier, ce qui est très peu cher par rapport à nos voisins européens. Voilà, vous allez par exemple en Belgique, le prix moyen d'un hectare de terre, c'est 55 000 euros par hectare. Là où en France, on oscille entre 5 et 8 000 euros par hectare. Et les investisseurs, donc non pas les agriculteurs, là en l'occurrence, de manière générale, ils en achètent combien des hectares? Ça représente, alors pour les clients que l'on conseille chez BNP Paribas en gestion de patrimoine, on est dans une logique de diversification de patrimoine. On n'est pas du tout dans une logique d'investissement massif sur les terres agricoles comme on peut l'entendre. Ça peut représenter entre 5 et 30% du patrimoine d'un client. Là où un agriculteur, ça va représenter 80 ou 90% de son patrimoine. Et vous, pourquoi vous leur conseillez cet investissement-là? Alors, qu'est-ce qu'il y a de, je ne sais pas, même peut-être pour eux, de rassurant dans un bien tangible comme celui-ci, qui est la terre? On a vu que les marchés, et particulièrement les marchés des matières premières, sont sous tension. Mais n'oublions pas qu'on est dans un contexte d'augmentation des taux, de retour de l'inflation. Donc l'investissement en foncier rural, et notamment l'investissement sur les terres, reste un très bon actif de diversification de patrimoine, de protection contre l'inflation, de plaisir aussi, il faut quand même le noter, le signifier. Et puis, ça c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, le côté fiscalité peut être intéressant en matière notamment de transmission de patrimoine. On va y revenir évidemment sur la fiscalité. Pareil, je me pose une question, c'est vrai qu'on n'a pas précisé ça. Que comprend cette appellation terre agricole? On a parlé des céréales, est-ce que c'est que ça? Alors vous avez les prairies naturelles avec l'élevage, qui sont, en fait, ces prairies, elles sont généralement décotées par rapport aux terres céréalières de 20 à 30%. Pourquoi? Parce que l'élevage, on en a entendu parler, a subi quelques crises durant les années précédentes. Donc il y a toujours une surpondération de la valeur du prix des terres agricoles céréalières par rapport aux prairies. Que faut-il regarder, pour ceux qui nous regardent justement, Benoît Leschenauve, que faut-il regarder impérativement avant d'investir dans une terre agricole? On regarde quoi? La région, le territoire, le produit, l'agriculteur qui est sur ces terres? Oui, alors si on est investisseur pur, il faut effectivement avoir de bons rapports avec son locataire, l'agriculteur. Donc il faut effectivement le rencontrer et puis que ça matche avec le propriétaire bailleur. Ça, c'est possible? Oui, c'est tout à fait possible. En ce moment, on a par exemple du foncier agricole à vendre. Mon travail, c'est de faire visiter, bien sûr, les terres, de conseiller les clients, mais aussi de faire rencontrer l'agriculteur qui est très content de trouver un investisseur pour porter le foncier. Mais que faut-il regarder? Il faut regarder avant tout la qualité du sol, le foncier, l'environnement climatique. Ça reste un investissement immobilier et comme tout investissement immobilier, il faut aller voir sur place. Vous parlez du climat justement à l'heure du réchauffement climatique. Je pense qu'on peut le dire. Comment on protège son investissement des conditions météorologiques qui, ces dernières années, ça a été un peu plus compliqué? Oui, alors j'aurais une petite préférence pour la moitié nord de la France, qui sera moins touchée par un phénomène de changement climatique que le sud. C'est un risque important? On peut le penser. En tout cas, il faut l'avoir à l'esprit et il faut regarder, comme tout investissement, quelle est la climatologie, la pluviométrie de telle ou telle parcelle agricole en France. Et ça, c'est votre rôle de conseiller justement en tant qu'expert, de conseiller vos clients là-dessus. Est-ce que c'est considéré comme un investissement responsable, l'investissement dans les terres agricoles? Pourquoi? Parce qu'on est sur du long terme. La durée moyenne de détention d'un actif en foncier rural et notamment un foncier agricole est de l'ordre de 2 à 3 générations. Donc aujourd'hui, quand on investit sur des terres agricoles, sur des vignobles ou autres, on en prend entre guillemets pour 25, 30, voire 70 ans. Donc voilà, c'est un investissement de long terme, de bon père de famille. On n'achète pas pour revendre tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Pour aller encore plus loin dans le responsable, est-ce qu'il y a une appétence justement des investisseurs pour les terres bio, par exemple? Je me pose la question. Oui, on a certains de nos clients qui nous disent, écoutez, voilà, je voudrais aider un jeune agriculteur, notamment qui se spécialise dans une activité bio, maraîchère ou autre,
ou qui fait attention à l'environnement. Donc Ça, c'est une vraie tendance, une vraie demande ou pas encore C'est le début. Ouais. C'est le début. N'oublions pas quand même que le marché est très tendu. On l'a vu, le marché des céréales est très tendu. Et malheureusement, le bio a eu un petit peu tendance dans cet environnement très tendu, sous tension, à être un petit peu mis et relégué à l'arrière. On oublie un peu le bio aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur les avantages fiscaux d'un tel investissement. Dites-nous exactement quels sont les avantages. Alors, à partir du moment où vous acceptez de louer par bail à long terme du foncier agricole ou viticole d'ailleurs, c'est-à-dire sur une durée de plus de 18 ans, vous avez des exonérations patrimoniales en matière de transmission de patrimoine ou d'IFI qui sont de l'ordre de 50 à 75% sur la valeur. Donc ça, c'est un avantage conséquent. Oui. Assez conséquent. Qui vient en plus, en fait, de l'intérêt du marché, quoi. Donc, il nous reste une petite minute, Benoît Leschenot. Dernière question. Donc, ce contexte un peu particulier, on l'a vu, propice, non propice à l'investissement aujourd'hui dans les terres agricoles. Voilà, qu'est-ce que vous nous diriez? C'est le moment, il faut attendre un peu. On en est où là? Je pense que c'est un bon moment, un bon timing pour investir, indépendamment du marché des céréales qui est sous tension. Alors le marché des céréales est peut-être sous tension par des phénomènes et des événements conjoncturels. Ce qu'il faut voir avec l'investissement foncier agricole, c'est que, comme je l'ai dit, on est sur des investissements à très très long terme. Donc je pense qu'il faut plus regarder l'investissement agricole français par rapport à son environnement européen. Et on a vu que les prix étaient très satisfaisants en France. On va s'arrêter là-dessus, des prix très satisfaisants. Merci beaucoup, Benoît Leschenot, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, directeur d'AgriFrance chez BNP Paribas. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. C'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quel avenir pour la notation ESG? Quel avenir? Car de plus en plus de voix s'élèvent et doutent de son efficacité. Dernière affaire médiatique en date, on s'en rappelle, l'affaire Orpea. Le spécialiste des EHPAD se vantait dans son rapport RSE d'une belle progression dans les classements, juste avant malheureusement la révélation d'un journaliste sur des problèmes structurels qui ont conduit à des cas de maltraitance. On va revenir donc sur ces critères ESG et ses limites, peut-être, avec nos invités. Frédéric Desjean nous accompagne, professeur à l'Université Paris-Dauphine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Hervé Bégaud nous accompagne également, expert comptable et associé RSE chez Hendrix. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Frédéric Desjean, j'aimerais qu'on commence par un petit rappel. À quoi sert cette notation ESG ? En fait, la notation ESG, elle permet d'évaluer, d'apprécier, d'approcher les performances sociales, environnementales. Le G, c'est pour la question de la gouvernance. Voilà, donc on est dans une appréciation de la performance extra-financière qui repose sur des éléments déclaratifs avant tout. Donc déclaratifs de la part des émetteurs d'informations, c'est-à-dire des entreprises ou des entités qui sont notées. Qui sont ces agences de notation qui évaluent les différentes entreprises, justement ? Il y en a plusieurs. Enfin, en France, on en a une qui est assez connue, Vigéo, qui a rejoint d'ailleurs une agence de notation financière. Et puis, il y en a d'autres au niveau international. Même si la difficulté aujourd'hui, c'est que ces agences ne sont pas organisées, structurées. Et il n'y a pas une autorité de contrôle, finalement, comme on peut avoir en matière financière. Donc le contrôle peut être différent selon les agences. C'est ça qui peut-être pose problème aussi. Aujourd'hui, elles peuvent ne pas faire le même diagnostic ou donner les mêmes notes. Absolument, absolument. Enfin, chaque agence a sa méthodologie. Et il y a un biais qu'a souligné Frédéric, c'est qu'effectivement, quand elle note, elle demande aux entreprises de déclarer. Donc, c'est du déclaratif. Il y a un premier biais. Déclaratif veut dire finalement que l'agence ne fait pas le travail d'analyse, voire ne s'appuie pas sur des audits pour apprécier la fiabilité des données qu'elle analyse finalement. Oui, et en fait, pour compléter, c'est vrai que vous parliez du cas Orpea. Si on reprend ce décalage qu'on va appeler justement ce greenwashing entre ce qui est déclaré et ce qui est fait, dans le cas par exemple de Volkswagen, de Dieselgate, les agences de notation, pour certaines, évaluaient bien
le groupe Volkswagen, pour d'autres, elles avaient réussi à pointer du doigt déjà quelques risques inhérents. Et c'est vrai qu'on voit régulièrement dans l'univers de la notation extra-financière, de la notation ESG, des disparités très fortes sur une même entreprise, voilà, qui peut être bien notée ou mal notée. Et on retrouve finalement la question comptable, à savoir que tout ça repose sur des postulats, sur des principes, des hypothèses qui vont différer d'une agence de notation à une autre. Mais à la différence de la comptabilité où la connaissance est largement diffusée, là, en fait, on n'a absolument aucune information, ou très peu et de façon insuffisante, sur le fonctionnement de l'agence. Parce que sur quelles informations on s'appuie exactement pour faire ces notations ESG? De l'information publique, donc du déclaratif déjà, donc de l'information publique. Lesquelles exactement? Celles qui sont diffusées par exemple dans les rapports d'activité, qui sont diffusées dans des rapports RSE, les rapports intégrés, sur les sites internet des entreprises. Et puis les agences de notation via les analystes extra-financiers vont se rapprocher par exemple de certaines parties prenantes comme des syndicats, comme des ONG pour croiser les informations. Elles font aussi souvent des entretiens directement, elles prennent contact avec les entreprises, notamment en matière de controverses. Voilà, donc il y a à la fois des informations publiques et puis des informations qui vont être plus privées ou qui vont être collectées via des questionnaires, par exemple. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec un Orpea bon élève sur le papier et pas tant que ça finalement en réalité? C'est ça qui arrive? Oui, parce qu'en fait, les analystes extra-financiers, à quelques exceptions près certainement, mais n'ont pas le temps, n'ont pas les capacités, les moyens de se déplacer. Hervé parlait par exemple des questions d'audit sur site. Il n'en est pas question quand on est analyste extra-financier. On n'a pas le temps, étant donné les univers Hervé disait tout à l'heure que l'agence Vigeo Eiris a été rachetée par l'agence de notation financière Moody's. Voilà, les univers deviennent internationaux, mondiaux. Donc il n'est pas possible, quand on est un analyste extra-financier, de passer trop de temps sur une entreprise en particulier, de se déplacer. Voilà, donc ça se fait vraiment sur une information qui est publiée ou qui est à disposition, mais qui n'a pas forcément été vérifiée en dehors d'une accréditation liée à un audit obligatoire de type OTI, mais toujours pareil sur du déclaratif. Donc Hervé Bégaud, peut-être à force de controverses, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on met un peu son nez dedans, on essaie de repenser peut-être la structure. Oui. Ces controverses, elles auront servi à ça au moins on avait quand même un tout petit peu anticipé, mais ce qu'on sentait bien, le vent tourner, les critiques montaient de plus en plus. Et ce qui manque fortement, c'est d'abord l'absence de système d'information structuré sur les données RSE d'une manière générale. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la piste d'audit. Donc, il y a une chaîne d'information et de la source jusqu'à l'utilisation par les acteurs, les analystes notamment, il faut sécuriser. Et donc, qui doit la donner, cette structure-là? Qui doit l'établir? Nous, on estime qu'aujourd'hui, les comptables, les experts comptables et les financiers doivent évoluer pour intégrer les données RSE dans le pilotage des entreprises. Et d'ailleurs, on le voit bien au niveau européen, c'est une autorité, c'est l'EFRAG qui est le bras armé comptable de l'Union européenne qui travaille sur l'extra-financier, donc c'est un bon signal. Et puis, bien en France, on a beaucoup anticipé sur ces sujets. Donc, la donnée extra-financière va se structurer au cœur même des systèmes d'information financiers. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir travailler à la sécurisation, à la fiabilisation de cette chaîne d'information. Et puis la deuxième brique, c'est effectivement les audits externes. C'est déjà le cas depuis la réglementation européenne, même un peu avant en France, où les informations RSE d'une catégorie d'entreprises, plus de 500 salariés, bientôt 250 salariés, vont être auditées par des organismes indépendants, tiers indépendants. Donc ça va être une deuxième brique de sécurisation de ces informations. Puis ensuite, il faut qu'on crée des analystes formés à une analyse un peu plus poussée en s'appuyant sur des informations plus sécurisées. Alors après, bien sûr, elles vont continuer à croiser les informations avec les parties prenantes, elles vont jouer leur rôle d'analyste, mais il faut que l'information qui leur sont remontées soit fiable. Et c'est peut-être là où
le problème se situe aujourd'hui. Frédéric Desjean, vous faites le même constat, vous donnez les mêmes solutions, les mêmes briques? En fait, c'est vrai que la question de la transparence, de l'absence de fondement à la méthodologie de ces agences, elle avait déjà été pointée du doigt à de nombreuses reprises dans les travaux académiques. Et aujourd'hui, on voit que, par exemple, l'autorité des marchés financiers en Europe prend des positions beaucoup plus claires après un appel à contribution relayé auprès des différents acteurs de la notation ESG. Afin justement de pallier ces insuffisances, voilà, de faire le point sur les limites et de proposer des solutions. Les solutions, c'est comme l'a dit Hervé, améliorer la qualité de l'information, bien sûr, et puis travailler sur le collectif aussi. C'est-à-dire que les acteurs sont nombreux sur ce marché-là. Il y a par exemple des syndicats qui sont très présents sur le marché de l'ESG. On a aussi de nombreuses agences qui vont être des structures, par exemple, plus petites, qui travaillent sur des entreprises de taille moyenne, par exemple, de taille petite, qui ont des méthodologies riches aussi pour certaines. Voilà, donc il y a une expertise clairement depuis plusieurs années qui a été développée, donc il ne faut pas non plus l'oublier. Voilà, mais l'idée, c'est de pouvoir s'assurer que les informations qui sont diffusées par les entreprises vont être traduites de façon adéquate. Et puis je pense aussi qu'en bout de chaîne, il faut attirer l'attention des investisseurs, des utilisateurs de l'information extra-financière sur finalement le rôle de cette note ESG. Elle sert à quoi? En soi, une note ESG n'est pas très utile. En fait, c'est pas non plus, je dirais, la finalité de cette chaîne-là. La note ESG, elle est un outil d'aide à la décision. C'est pas simplement, il faut pas en tout cas que ce soit simplement sur la base d'une note ESG que soient prises des décisions d'investissement. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Oui, Hervé Bégaud. Effectivement, ma critique principale, au-delà de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, sur cette note, c'est qu'en matière financière, quand on note, on s'appuie sur une comptabilité financière, d'une manière générale. En matière extra-financière, on l'a dit, malheureusement, les comptabilités ne sont pas structurées. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut essayer de prendre au sérieux cette note. Il faut elle ait la même robustesse qu'en matière financière. Donc, parce qu'on parle quand même de choses sérieuses. Quand on parle d'ORPA, c'est des éléments qui touchent à notre quotidien, à nos vies, à des questions environnementales et des questions sociales. Donc, il faut y mettre de la rigueur. Et donc, cette note doit avoir ce degré, ce même niveau d'importance qu'en matière financière. C'est aussi pour ça que nous, on pousse à une sorte de fusion entre information financière et information extra-financière. On travaille il y a des méthodologies qui se développent, et nous, on travaille sur une méthodologie qui s'appelle le modèle CARE. Et le modèle CARE propose de structurer les données comptables en y intégrant les données extra-comptables. Donc, c'est de faire ce lien financier extra-financier pour faciliter... Ce qui n'est donc pas le cas du tout. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour faciliter le travail des analystes. Parce que, imaginez un analyste financier va regarder les KPI financiers, la notation financière, va regarder une batterie d'informations sur l'extra-financier, trouver une cohérence dans tout ça et pouvoir donner un avis. Donc, je pense que cette fusion qui évolue tout doucement va aussi apporter... un niveau de sécurisation et un outil, un matériau pour aider les analystes à mieux travailler. Tout en permettant aussi de s'interroger sur la question de l'agrégation, parce que c'est vrai que quand on a une note ESG globale, on se pose la question de savoir ce qu'elle représente finalement. Vous me demandiez au début, à quoi ça sert finalement cette note. J'ai expliqué que c'était pour évaluer une performance, mais cette performance extra-financière, sur quoi est-ce qu'elle repose? On a dans la note ESG autant une mesure d'empreinte de la biodiversité qu'une appréciation de la prévention des risques psychosociaux, par exemple, ou la question des émissions carbone dont parlait Hervé. Et tout ça va se retrouver dans une note globale, souvent agrégée par ces agences de notation extra-financière, avec la possibilité pour les utilisateurs de la désagréger. Mais comme on peut le voir souvent dans la pratique, ce sont ces notes globales qui sont utilisées. Et en tout cas, il nous semble que
une des premières étapes, c'est de se poser la question vraiment de la signification de cette note. Est-ce qu'on peut réellement travailler avec ces systèmes d'agrégation, d'où la question de l'intégration derrière du financier et de l'extra-financier qui permettrait de mieux comprendre comment les différents éléments de l'extra-financier peuvent contribuer, on pourrait dire, à l'activité même de l'organisation. J'ai une question qui me vient. Les autres outils, type label ISR par exemple, est-ce que ce sont des outils qui, selon vous, sont plus efficaces aujourd'hui, voilà, dans la manière dont ils ont été pensés, dans la méthodologie, dans les informations qu'on y met et qu'on en retire, voilà, plus efficaces, moins efficaces? Alors, je dirais qu'ils sont sur un niveau différent parce que le label ISR va permettre de certifier, de donner un label aux fonds d'investissement de type socialement responsable, donc qui investissent avec des critères autres que des critères extra-financiers. Et ce label va attester dans certains process, Hervé parlait de toute une chaîne, donc dans certains process, dans la sélection des informations et dans la sélection des entreprises. Malgré tout, le label est en ce moment, je dirais, pas remis en question, mais en tout cas, sa méthodologie est... Là aussi, voilà, est remis en cause. Est en train d'être revue, parce qu'il y a un nouveau comité. Il y avait un rapport en décembre 2020 de l'Inspection générale des finances qui avait montré pas mal de limites sur l'utilisation même qui était faite derrière de ce label. Parce qu'en fait, finalement, qu'atteste ce label? C'est d'abord l'utilisation, par exemple, de notes en provenance des agences de notation extra-financière, justement. Et puis, c'est regarder aussi la transparence des sociétés de gestion. Mais on n'est pas dans une évaluation de la qualité du travail des sociétés de gestion. Voilà. Il nous reste juste quelques secondes. Je voulais juste vous entendre sur un sujet. La main mise sur ces agences de notation aujourd'hui, est-ce qu'il faut que quelqu'un reprenne la main? Là aussi, peut-être les pouvoirs publics, d'autres institutions plus indépendantes. Voilà, juste votre avis là-dessus, Hervé Bégaud. Oui, nécessairement. Enfin, il faut une régulation. Comme, si on veut... Par qui? Donc par l'État? Mais par l'État, pourquoi pas, par les autorités classiques. Parce que quand on parle quand même d'information pour juger l'entreprise, donc que ce soit financier ou extra-financier, pourquoi ne pas laisser les autorités classiques, l'AMF ou autres, prendre la main sur ce sujet? Oui, l'État a déjà pris position en réglementant l'activité des entreprises quant à la diffusion de ces informations. Il réglemente aussi l'utilisation que peuvent en faire les sociétés de gestion, les investisseurs. Et donc, on attend impatiemment qu'il y ait le même type de prise de position concernant cet acteur intermédiaire. Eh ben, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'être venus débattre dans Smart Patrimoine. Frédéric Desjean, je le rappelle, vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine. Hervé Bégaud, expert comptable et associé RSE chez Hendrix. Merci beaucoup à tous les deux. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite.